Le tennis, c'est ma vie. C'est le seul endroit, le cours où je me sens fort, où je me sens bien, où je me sens confiant. Je veux que tous les jours, tu as envie de me convaincre que c'est une bonne chose que je travaille avec toi, et moi, tous les jours, je veux te convaincre que c'est la meilleure personne en face de toi. Le jour où il n'y a pas ça, tout le monde doit être libre. De créer une machine à croire en soi, c'est l'outil le plus puissant au monde. Et c'est ça mon métier. Pour moi, c'est un moment particulier aujourd'hui. Avec Paradox, on admire les hommes et les femmes qui poussent les limites de leur art et qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Un soir, je vais sur Netflix et je regarde un documentaire sur les meilleurs coachs de sportifs de haut niveau. Et je suis inspiré par l'un des coachs. Je le trouve charismatique, alors que c'est un ancien timide. Il a réussi à se faire un nom à l'international et il est français. Alors je décide de lui écrire. Et là, on y est. Je suis avec Patrick Mouratoglou, une légende dans le monde du tennis. On le connaît pour avoir entraîné Serena Williams, l'athlète la plus titrée de l'histoire, Anastasia Pavlyuchenkova et Aravan Rezai. En tant qu'entraîneur, il a participé à 23 tournois du Grand Chelem, remporté l'Open d'Australie, l'US Open et Wimbledon. Mais aujourd'hui, c'est pas simplement de tennis dont on parle, mais de comment devenir exceptionnel dans son domaine. Comment passer de grands sportifs à véritables légendes mondiales? Comment accompagne-t-on les plus grands? Et comment on prend confiance en soi quand on souffre d'une timidité maladive? Tu vas y découvrir comment maîtriser ton mental et tes émotions et te permettre d'accomplir tes objectifs. Lors de notre échange, Patrick revient sur sa relation avec Serena Williams et ce qui s'est passé lors du premier entraînement. Et en mettant à sa place, ça m'a fait battre le cœur. Il revient aussi sur des anecdotes personnelles dans sa carrière de coach et comment il a géré les moments les plus difficiles et douloureux de ses joueurs. Il se livre aussi sur ses débuts et les difficultés qu'il a éprouvées avant de devenir le coach qu'on connaît aujourd'hui. J'ai adoré échanger avec Patrick, il a coaché certainement la meilleure championne de tennis américaine et a développé une entreprise qui cartonne. C'est le genre de rencontre qui me donne de l'énergie pour bâtir des trucs de ouf. J'espère que comme moi, cette conversation t'inspirera à jouer plus grand. Bon visionnage. J'adore prendre les gens quand ils sont dans des difficultés inextricables. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus valorisant et excitant. Le challenge est incroyable, je trouve. La dernière en date avec qui je l'ai fait, c'était Serena, puisque quand j'ai démarré avec elle, ça faisait 2 ans qu'elle gagnait pas un tournoi de Grand Chelem. Elle était 7e mondiale, bon, ce qui est très très bien, hein, mais c'est une joueuse qui en avait gagné 13 avant, tournoi du Grand Chelem, qui était numéro 1. Donc elle était dans une période difficile. 2 ans sans gagner un Grand Chelem pour Serena, c'était très très long, ça veut dire 8 Grands Chelems consécutifs qu'elle ne gagne pas. Et avec en plus une défaite au premier tour du dernier Grand Chelem, ce qui ne lui était jamais arrivé de sa carrière. Donc c'était un moment très dur pour elle, elle était vraiment pas bien. D'ailleurs, et c'est intéressant, même les gens qui ont un mental exceptionnel comme elle a un mental absolument exceptionnel et une croyance en elle qui est une des plus fortes que j'ai jamais vues de ma vie, ce qui est son immense point fort. Même elle n'arrivait plus à réfléchir comme Serena. Je l'ai aidée à réfléchir à nouveau comme Serena et elle s'est remise immédiatement à jouer comme Serena. Wozniacki put up a good fight, her second major final, 5 years after her first, but the day belongs to Serena. Her 6th US Open title, she matches Everett and Navratilova with 18. And for the 3rd consecutive year, Serena Williams is champion of the US Open. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'inspirent par le côté coaching international, aussi un élément dont j'ai peu vu sur internet, mais quand je suis arrivé, ça m'a impressionné de ce que tu as réussi à créer, l'académie. Moi qui adore le côté business, j'étais aussi inspiré par ça. Donc voilà, c'est un privilège pour moi d'être passé du temps avec toi. Écoute, c'est très gentil, c'est une très bonne introduction, ça me donne envie de parler. Est-ce que tu peux justement parler de ton histoire, parce que c'est ce qui m'a le plus touché. Quand on te voit à l'aise en termes de communication, et on peut se dire, bah, ça a toujours été comme ça. C'est quoi un petit peu le démarrage et ton enfance? J'étais parti pour tout rater dans ma vie, puisque j'étais en difficulté dans tous les secteurs. D'abord sur le plan personnel, j'étais absolument incapable de regarder quelqu'un en face, de parler. J'avais très très peur du contact.
J'ai passé toute mon enfance à éviter qu'on me parle. C'était ma hantise parce que j'avais un tel manque de confiance en moi que j'ai paniqué dès qu'on m'adressait la parole. Et donc j'ai vécu seul. Parce que quand on parle pas aux gens, on est seul. Et t'avais peur de quoi? J'avais peur d'être ridicule, je pense. J'avais peur que ce que j'allais dire soit sans aucun intérêt et d'être jugé. J'avais peur de plein de choses. J'avais peur du silence aussi. Qu'on me pose une question et que je ne sache plus quoi dire. Alors que c'est une clé dans la communication que d'aimer les pauses et les moments justement de silence. Il faut les accepter, il faut les aimer, il faut même les créer, idéalement. Donc ça, c'était un premier point, cette espèce de timidité terrible qui faisait que j'étais seul. Ensuite, j'étais très angoissé, mais à un point incroyable. Et je pense que c'est lié au fait que très tôt, j'ai pris conscience que j'allais mourir, comme tout le monde d'ailleurs. Et comment t'en as pris conscience? Alors c'est une bonne question, je sais pas. Mais c'était très tôt, hein, je devais avoir 5-6 ans. Il n'y a pas un décès en particulier qui a généré ça? Sûrement, mais je m'en souviens plus. J'ai peut-être entendu une discussion entre mes parents, je sais pas. En tout cas, j'ai pris conscience que la vie allait avoir une fin. Et ça m'a provoqué une peur panique et une énorme angoisse qui a probablement aussi m'a aidé ensuite à mener la vie que j'ai menée, à savoir tout faire pour réaliser tous mes rêves. Parce que je me suis rendu compte du côté exceptionnel de la vie, du côté rare, du côté éphémère. Et donc j'ai eu envie de vivre une vie exceptionnelle pour moi, en tout cas selon mes critères. Ma vie de rêve, mon chef-d'œuvre à moi, quoi. Chacun a le sien. J'ai voulu en faire mon chef-d'œuvre à moi. Tu te souviens du moment où tu t'es dit ça? Où tu t'es dit je veux vivre une vie exceptionnelle? Alors pas du tout à ce moment-là parce que j'avais tellement aucune confiance en moi que ça me paraissait, ça aurait été complètement saugrenu de penser pouvoir avoir une vie exceptionnelle. En revanche, au fur et à mesure, quand je me suis construit une confiance, que j'ai commencé à résoudre un à un tous mes problèmes, il y a un moment j'étais prêt pour la vie. Et on me dit toujours, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Bon, je vais pas lister tout ce que j'ai fait, peu importe, mais... Et je dis, je suis fier que d'une chose, c'est d'avoir transformé cet enfant puis ce jeune homme qui n'avait absolument aucune chance dans la vie en un adulte qui avait 25-26 ans et qui était prêt à faire tout ce qu'il avait envie de faire. Il était prêt à mener tous les combats, à relever tous les challenges, il avait peur de rien, il avait confiance dans le fait qu'il allait y arriver. Voilà, ce chemin-là, ça a été la clé parce qu'après tout était possible. En quelques mots, tous ces milliers de problèmes que j'avais, extrêmement profonds, extrêmement douloureux, je les ai résolus tous un par un. Et à chaque fois que j'en ai résolu un, ça m'a donné la confiance de résoudre le suivant, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis toujours que le coaching, et c'est ce que je fais, c'est de permettre aux gens de gagner tous les jours. Et on peut gagner 10 fois par jour, à condition de mener des combats qu'on peut gagner, qui dépendent que de soi, évidemment, et de ne pas vouloir gagner des combats trop importants trop tôt. Tu peux donner des exemples justement de ce que ça pourrait être des petites victoires quotidiennes pour quelqu'un qui nous écoute? Bien sûr, une chose très simple, je me lève le matin, au lieu de prendre mon petit-déj et d'aller bosser, je vais faire 20 minutes d'exercice physique. C'est une victoire, parce que c'est dur. Le fait de le répéter tous les jours, c'est très très dur. Ça s'appelle la discipline. Mais il n'empêche que le jour où on le fait, on se sent plus fort. Le jour où on ne le fait pas, on se sent faible parce qu'on sait qu'on a lâché. Et donc c'est une défaite. Et quand tu commences la journée par une victoire, tu la commences bien. Et si tu peux en répéter plein comme ça dans ta journée, à la fin de chaque jour, tu te sens plus fort. Et tu commences à croire en ta capacité à être discipliné, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, et à faire d'autres choses. Nos croyances sur nous ont des conséquences extraordinaires dans un sens ou dans l'autre sur nos capacités à faire les choses. Et donc de créer une machine à croire en soi, c'est l'outil le plus puissant au monde. Et c'est ça mon métier. Je crois que tu as fait une psychanalyse, elle a duré combien de temps? 10 ans. C'est quoi les choses que ça t'a le plus apporté? Alors j'adore cette phrase qui doit être de Lacan, qui dit que chacun trouve dans la psychanalyse ce qu'il est allé chercher. Donc les gens font des psychanalystes pour des raisons extrêmement variées, et finalement on y trouvera toujours ce qu'on veut. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais soigner ma timidité maladive, c'était mon objectif numéro 1. Alors je dis pas que ça a tout résolu, parce que tout comme toi d'ailleurs, il a fallu qu'au quotidien je mette en pratique, et je mette des challenges et que je les relève. Des challenges réalisables évidemment, mais ça m'a énormément aidé. D'ailleurs, pour la petite histoire, ma première année d'analyse, j'y suis allé donc toutes les semaines. Je n'ai pas réussi à dire un mot en un an, pas un mot. C'est quand même surréaliste quand tu y penses. J'y allais toutes les semaines voir un gars, j'étais assis face à face avec lui, j'étais incapable de dire un mot. Et à la fin, je le payais. Et j'ai fait ça toutes les semaines pendant un an. C'est irréel. Mais c'est dire à quel point le mal était profond. D'ailleurs, il a eu une phrase géniale à la fin. Au bout d'un an, j'ai dit une phrase. Il m'a dit « Cette année de silence fera partie de l'histoire de votre analyse ». Ce qui voulait dire « Cette année, elle vous a permis de savoir à quel point le mal était profond ».
Et ça m'a libéré de dire une phrase, non pas que je me suis mis à parler comme un fou, mais j'ai pu commencer à parler un petit peu. Et je me souviens très bien de la raison pour laquelle je ne parlais pas, ce qui est incroyable, hein, c'est que j'étais convaincu que ce que j'allais dire n'avait aucun intérêt. Et donc, ce type-là allait me juger. Donc, c'était pas possible. Et avec ta mère, par exemple, t'arrivais à parler du coup? Oui, bien sûr. J'arrivais à parler avec ma mère et j'avais 1 ou 2 amis quand même, parce que je veux pas non plus exagérer le tableau, mais ce que j'ai dit est tout à fait vrai, hein. Ils sont des gens que je connaissais depuis que j'étais tout gamin. Ouais. Où là, quand on est tout gamin, c'est un peu plus facile. Le lien, il est déjà créé, donc il n'y a pas besoin de le... Exactement, comme avec ses frères et sœurs. J'avais un frère avec qui je parlais aussi, donc j'étais pas complètement seul, mais dans mon quotidien, j'allais à l'école, je parlais à personne. D'ailleurs, je me suis retrouvé avec des scènes assez dures où dans la cour, il y a des gars qui se sont mis à me cracher dessus, etc. Ils m'ont craché dessus parce que j'étais faible. Et les faibles, en général, on n'est pas tendre avec les faibles. J'étais le faible de la classe, j'étais pas capable de me connecter avec les gens, j'étais tout le temps tout seul, donc j'étais une proie facile, et donc j'ai eu droit à ça aussi. Tu penses que le Patrick de l'époque, là si tu pouvais toi par exemple voir un équivalent d'un jeune Patrick aujourd'hui, il aurait eu besoin de quoi en fait pour pouvoir se transformer plus tôt? Je pense que le timing, on le maîtrise pas toujours, et il y a un temps pour faire les choses. Il faut accepter que le temps, il soit ce qu'il est. Et je pense qu'à un moment, j'étais prêt. Avant, j'étais pas forcément prêt. Ensuite, c'est vraiment un chemin personnel. C'est-à-dire que le coach n'est pas là pour faire le chemin du patient. On est là pour aider la personne à trouver les ressources. J'avais besoin de gagner. Je ne gagnais rien. Je faisais que perdre tous les jours. Je me levais, j'étais moche. Je passais ma journée, je parlais à personne. Donc, c'était que des échecs. C'était horrible. Et quand j'ai fait mon analyse, je sortais de chez l'analyste. Je descendais les escaliers à pied. Je me souviens, je hurlais dans la cage d'escalier. C'était une défaite terrible. Tous les jours, à chaque fois que j'y allais, j'avais pas réussi à parler. Donc c'est des choses qui marquent et ça donne pas vraiment du courage pour continuer. Enfin, il en faut vraiment, quoi. Voilà, donc j'avais besoin de victoire. J'avais besoin de gagner des petites choses tous les jours. Et c'est pour ça que je dis que le tennis m'a sauvé aussi, parce que là, j'étais bon. C'était la seule chose où j'étais bon. Au moins, il y avait une activité où je me sentais fort à quelque chose, parce que je pense que j'étais pas trop mauvais. Et donc, sur le cours de tennis, c'était mon royaume. Là, fallait venir me chercher. Et heureusement que j'avais ça, sinon, je sais pas si j'aurais survécu. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ton enfance et l'adolescence? Je crois qu'il y a un moment qui est décisif pour toi où tu demandes à tes parents d'aller vers le tennis. Tu peux en parler? Bien sûr, donc j'ai 15-16 ans, je suis dans les meilleurs joueurs français. Et le tennis, c'est ma vie. C'est-à-dire que c'est le seul endroit, encore une fois, le cours où je me sens fort, où je me sens bien, où je me sens confiant. Et partout ailleurs, c'est l'enfer. Donc mon rêve, c'est de pouvoir en faire mon métier et de faire que ça. Et donc j'ai une discussion avec mes parents un soir. Ça commence à être impossible le soir de rentrer, de faire les devoirs et je peux plus jouer au tennis, quoi. Donc, je leur dis, est-ce que je peux au moins avoir des horaires aménagés? Bon, quelque chose qui me permette de continuer. Bon, et les études étant si importantes pour eux, je reçois un non. Et donc, le monde s'écroule pour moi parce qu'en fait, c'est la fin du tennis. Et la fin du tennis, c'est la fin de ma vie, quoi. C'est la fin de mon rêve, c'est la fin de tout ce que j'avais imaginé. En fait, j'avais tout construit mon univers autour du tennis et tout s'écroulait du jour au lendemain. Et tu le vis comment là? Tu leur en veux? Alors à ce moment-là, terrible. C'est terrible parce que je me dis, en fait, ils s'en foutent complètement de moi, ils en ont rien à foutre, ils se rendent pas compte à quel point ils détruisent ma vie. Donc c'est l'incompréhension totale et je leur en veux beaucoup, ce qui explique d'ailleurs la suite où là, j'ai commencé à sortir tout le temps, à faire tout pour les emmerder parce que pour moi, ils m'avaient détruit ma vie. Et il m'a fallu faire mon chemin pour comprendre, et quelque chose que j'ai exprimé d'ailleurs dans mon livre, hein, 10 ans après, je me suis dit, en fait, tout est de ma faute. Et en fait, pour moi, c'était le fondement de ma mentalité de coach. Le fait que le joueur fasse le travail qu'il a à faire, ça dépend de moi. C'est à moi de le motiver, c'est à moi de faire en sorte que ce soit enthousiasmant, que ce soit motivant, etc. Si j'arrive à me connecter avec tout le monde, je vais arriver à faire en sorte que chacun joue son rôle de la bonne manière. Et finalement, quand on y réfléchit, tout dépend de soi. Et pour avoir rencontré des coachs toute ma vie et en avoir embauché plein, il y a 2 sortes de coachs. Il y a une minorité de coachs qui t'expliquent ce qu'ils ont fait et leurs résultats, et en général ils sont très bons, et tu as une grande majorité qui t'explique pourquoi ils n'ont pas réussi, et c'est jamais de leur faute. C'est toujours soit le joueur qui est flemmard, soit le joueur qui a des problèmes psychologiques, soit les parents qui sont insupportables. Ils sont la victime de l'extérieur. Exactement. Et je me suis inscrit en faux contre ça depuis le premier jour. Je me suis dit, en fait, et j'en reviens à ce qui s'est passé quand j'avais 16 ans, mes parents me suivent pas dans mon projet tennis. Bon. La seule bonne question à se poser, c'est est-ce que mes parents m'aiment? La réponse, c'est oui, incontestablement. Est-ce qu'ils veulent le meilleur pour moi? C'est sûr, à 1000%. Pourquoi ils me suivent pas? Ils ont des raisons. Quelles sont les raisons? J'en sais rien. Pourquoi j'en sais rien? Parce que je leur ai pas demandé. J'ai pas pu faire du tennis de ma vie parce que j'ai pas convaincu mes parents. Et c'est de la faute de qui? De la mienne. Point. T'as créé une réputation, j'ai l'impression, dans le fait de pouvoir avoir un joueur qui
a été a été dans la top performance, a eu des victoires, et puis passe par une phase de difficulté avec des échecs qui se suivent, et donc du coup de la confiance qui est en train de s'altérer. Et j'ai l'impression même que tu prends beaucoup de plaisir à pouvoir aider une personne à retrouver sa confiance. Raconte-moi comment tu t'y es pris. Alors, j'ai fait une semaine d'entraînement avec Serena, et en l'occurrence, j'entraîne un joueur. Donc sur le papier, je peux pas l'entraîner. J'ai fait juste une semaine d'entraînement parce qu'elle est venue à mon académie, et elle m'a demandé de le faire, donc j'ai fait une semaine d'entraînement avec elle. Elle se sent super bien, et elle arrive à Wimbledon. Priorité absolue pour elle, elle vient de perdre au premier tour à Roland-Garros, et donc elle m'appelle quand elle arrive à Wimbledon, et elle me dit « Je me suis jamais senti aussi bien sur un court avec quelqu'un, tu m'as redonné une confiance, je me sens incroyable, est-ce que tu voudrais bien faire Wimbledon avec moi, me coacher pendant Wimbledon ?» Donc je lui dis « Je sais pas, parce que j'ai un joueur, donc il faut que je lui demande s'il est ok que je fasse les deux. S'il me dit non, ce sera non, s'il me dit oui, ce sera oui. » Le joueur étant Grigor Dimitrov à l'époque. Le joueur dit oui, et on démarre. Et donc le premier entraînement à Wimbledon, j'arrive sur le court avant elle, et je l'attends. Et lorsqu'elle arrive, je lui dis bonjour, et elle passe à côté de moi comme si elle m'avait jamais vu de sa vie, et elle me répond pas. Bon, très bien. On démarre l'entraînement. Elle commence à jouer, et je suis derrière elle pendant qu'elle joue, et à un moment je veux lui dire quelque chose, je m'approche d'elle, je me mets face à elle, et je lui parle, elle me regarde pas, elle me répond même pas, comme si j'existe pas. Elle reprend l'entraînement. Et au bout de 45 minutes, elle s'assied pour boire. Et je me dis, deux choses une, soit je la laisse faire ça, et elle a déjà perdu tout respect pour moi, ou alors va falloir qu'elle s'en souvienne, et que ça se reproduise plus jamais. Elle me donne une occasion unique d'asseoir mon autorité d'entrée. Et Serena, et ça l'est encore plus aujourd'hui, mais c'était déjà une légende, et surtout elle fait peur à tout le monde. Et quand elle fait ce qu'elle m'a fait à moi, le seul objectif c'est de m'intimider, et de prendre le pouvoir. C'est t'intimider ou c'est de te tester? Je pense les deux. Parce que je la connais très bien, et elle sait qu'elle est intimidante naturellement, et elle sait comment faire pour intimider les gens. Et alors pour le coup, quelqu'un qui n'a pas peur du silence, c'est bien elle. Elle n'a peur de rien. Et elle te le montre, et elle te provoque, et si tu te couches, c'est terminé. Elle a plus confiance en toi, et toi surtout, tu sais que tu es inférieur. C'est terminé. Elle a pris l'ascendant. Et donc je m'approche d'elle, elle a une casquette, et je frappe la visière de la casquette très très fort. À tel point qu'elle sursaute, et elle me regarde, elle comprend pas, c'est invraisemblable de faire un truc. Personne ne lui a jamais fait ça, jamais. Et je lui dis, il y a quelques règles à suivre avec moi. Je lui dis, règle numéro 1, quand tu arrives le matin, tu me regardes dans les yeux et tu me dis bonjour. Ça s'appelle de la politesse. Et règle numéro 2, quand je te parle, tu me regardes et tu me réponds. Ça s'appelle aussi de la politesse. Et si tu fais pas ça, ça va être très compliqué avec moi, je te le dis tout de suite. Au moment où je le fais, ça passe ou ça casse. Elle peut me dire, mais tu te prends pour qui, et me dégager dans la seconde. Mais j'estime qu'il y a des moments clés où il faut savoir prendre les risques. Ça peut casser, mais si ça réussit, c'est exceptionnel derrière, et ça a été exceptionnel. Puisque j'ai obtenu une confiance totale et un respect total de sa part. Dans toutes les situations, positives, négatives, tu as toujours les moyens de marquer des points. Quand tu as de l'émotion, c'est là que tu perds des points, parce que tu fais souvent des mauvais choix. Et là, elle me donne l'occasion de marquer des points, et d'imposer ce que je dois absolument imposer dans une relation de coach à entraîner. Et en fait, j'ai fait les choses comme je pense qu'il fallait les faire, et ça a marché. Est-ce que c'est un pattern que tu remarques chez beaucoup des grands champions, ce côté un peu alpha à tester en permanence l'environnement? Je sais qu'il y a pas mal d'anecdotes où Steve Jobs était comme ça avec son entourage, et un truc un peu paradoxal où à la fois très alpha, et en même temps quand des fois les gens osaient le confronter, d'un coup changer complètement d'énergie, être beaucoup dans le respect et avoir envie de construire. Est-ce que c'est quelque chose que toi t'as observé beaucoup? C'est systématique ou il y a des contre-exemples? Bon, il y a sûrement des contre-exemples, moi j'en ai pas vu beaucoup. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les forts ne respectent que les forts. Et les champions, c'est des très très forts. C'est des gens qui sont mentalement hors normes. Et quand ils voient des gens faibles, bah, ils n'ont pas beaucoup de respect pour eux. Non pas qu'ils les traitent mal, mais ils acceptent peut-être de se faire conseiller par des gens qui vont considérer comme étant forts. Beaucoup plus que par des gens qui... Ça paraît logique, hein, d'ailleurs. Donc, les tests ont pour objet de définir à quel point ils peuvent avoir confiance ou pas dans cette personne. Et sachant qu'ils testent pas simplement, parce qu'on pourrait dire que la personne est forte intellectuellement ou techniquement, mais là, il y a un enjeu de force mentale. Tout à fait. C'est important. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est fort, ou j'ai juste quelqu'un qui connaît bien la technique du tennis? C'est pas pareil. Je vais me faire guider beaucoup plus facilement que par quelqu'un qui est très fort.
qui a un charisme, qui se laisse pas impressionner, et qui pour autant se met à ton service, parce que je me mets complètement au service de l'autre et je suis complètement à l'écoute et je me mets vraiment à sa place. Mais le cadre, c'est moi qui le décide. Quasiment tous les joueurs ont voulu faire des contrats avec moi. J'ai dit, il n'y aura pas de contrat avec moi. Il n'y a pas un joueur et j'ai accepté. Serena avait des contrats avec 100% des gens. J'ai dit, non, il n'y aura pas de contrat avec moi. Un contrat qui détermine quoi, par exemple? Un cadre et qui la sécurise sur tout un tas de choses, que j'ai pas le droit de dire telle chose, que j'ai pas le droit de faire ci, que j'ai pas le droit de faire ça. J'ai respecté le contrat, que je n'ai pas signé, parce que c'est une question morale, bien sûr. Mais j'ai refusé. Si tu veux travailler avec moi, il n'y aura pas de contrat. C'est comme ça. J'ai pas envie d'un contrat pour une raison très simple. Je veux que tous les jours, tu as envie de me convaincre que c'est une bonne chose que je travaille avec toi. Et moi, tous les jours, je veux te convaincre que tu as la meilleure personne en face de toi. Le jour où il n'y a pas ça, tout le monde doit être libre. Et donc, c'est une très bonne pression. Et cette pression, je la veux. Je pense qu'elle est nécessaire. Et donc, il n'y a pas de contrat. Voilà. C'est quoi peut-être la limite où c'est trop et justement il y a un déséquilibre qui s'installe et tu as trop de pouvoir dans la relation, parce qu'on veut pas non plus que la personne que tu coaches elle soit écrasée, c'est pas le but du coaching. Bien sûr. Donc comment tu la trouves cette ligne, ou quand est-ce que c'est trop en fait? Le but, c'est de mettre un cadre en fait. Une fois que le cadre est mis, il n'y a plus besoin de faire preuve d'autorité ou alors de façon exceptionnelle. Le cadre est absolument indispensable, mais ça rend service aux deux. Ce cadre étant le respect dans la relation, c'est des choses comme ça? Par exemple, il y a un certain nombre de règles qu'on va définir. Ça m'est arrivé de mettre des règles très strictes parce que c'était nécessaire. En fait, je m'adapte à la personne. Il y a des joueurs qui ont besoin de très peu de règles et les règles sont vécues négativement et donc sont pas favorables à la performance. Pour d'autres, c'est l'inverse. Il y a des joueurs qui ont absolument besoin de beaucoup de règles. Donc, je m'adapte encore une fois à mon audience. Ne pas écraser l'autre, ça c'est extrêmement important. On écrase plus l'autre par sa personnalité que par le fait d'asseoir son autorité. Si à chaque fois qu'on parle à ma joueuse, c'est moi qui prends la parole, qui lui coupe la parole, qui m'impose, là je l'écrase. Donc il faut savoir au quotidien laisser l'autre devant, sauf quand l'autre a besoin que je sois devant. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin que tu sois devant dans plein de situations parce que ça les rassure. En fait, il y a plein de dynamiques dans le coaching. D'abord, avec les hommes et avec les femmes, c'est très différent de manière générale, même si chacun est différent. Il n'y a pas de règle, mais c'est quand même très différent. Globalement, il y a des joueurs qui ont besoin d'être vraiment devant et que tu sois extrêmement discret derrière. Tu parles par exemple aussi médiatiquement dans ce sens? Exactement. Que tu sois quasiment invisible. Ok. Et ils te le disent ou tu dois le ressentir? Non, il faut le ressentir. Non. Ils te disent quasiment jamais les choses. Parce qu'ils savent même pas l'exprimer souvent. Hein. Donc, il faut arriver à sentir ce dont ils ont besoin. C'est ce que je dis toujours. J'essaie d'être le coach idéal pour chacun. Et chacun a besoin d'avoir un coach différent, avec des personnalités différentes, des modes de communication différents, évidemment des contenus différents. Tout est différent. C'est pour ça que c'est fabuleux. Je rentre dans un personnage différent à chaque fois, qui est, ce que j'essaie en tout cas, le personnage idéal pour eux. Donc avec certains, je suis hyper directif, avec d'autres pas du tout, ou très peu, parce qu'il faut que je fasse un minimum, mais il vaut mieux que peut-être que ce soit eux qui pensent avoir tout décidé, même si j'aurais adroitement fait penser que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est de l'adaptation permanente. Mais écraser l'autre, ça marche jamais. Sauf, encore une fois, ça m'est arrivé avec une joueuse qui avait vécu dans un cadre ultra rigide. Comment elle s'appelle? Parce que je pense Aravan, non? C'est ça, ouais. Elle avait un père qui était ultra autoritaire et qui décidait d'absolument tout de A à Z. Elle n'avait pas son mot à dire. C'était dur, mais elle s'était construite là-dedans. Et donc, j'ai commencé à travailler avec elle et j'ai vite compris que si je lui donnais des libertés, c'était terminé. Elle était incapable de se prendre en main. En tout cas, à ce moment-là. L'objectif, c'était qu'à terme, elle y arrive. Mais en tout cas, ça aurait été beaucoup trop violent de passer d'un univers dans lequel elle prenait aucune décision, elle était drivée de A à Z et avec une autorité extrêmement forte, à, du jour au lendemain, un environnement dans lequel elle pouvait prendre des décisions, etc. Ça aurait été trop violent. Je me suis rendu compte que si je mettais un cadre d'une rigidité absolue et nécessaire pour elle, mais que dans le même temps, on avait une super relation et qu'elle vivait des moments canons toute la journée, ça allait être le pied intégral. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cadre, elle en avait besoin. Donc, le lever, je lui disais à quelle heure elle se levait. Je l'emmenais courir. On courait 45 minutes à jeun tous les matins. Ensuite, on démarrait l'entraînement, toujours à jeun. On faisait 2 heures d'entraînement tennis. Ensuite, on allait déjeuner. Le déjeuner, c'est moi qui décidais ce qu'elle mangeait. Donc, c'était un morceau de poulet avec une salade. Et je mangeais pareil. J'ai perdu 8 kilos. Parce que je me suis toujours imposé la même chose que ce que j'imposais aux joueurs. Donc, je décidais évidemment de tout ce qu'elle faisait du matin au soir, à qui elle parlait. Sarah, le portable était dans ma poche. Je voulais pas qu'elle ait le portable. Je lui disais, non, tu peux t'en servir. Mais à des moments précis, pas du matin au soir, parce que elle savait pas se limiter.
Et bon, il y avait tout un tas de choses qui pouvaient la faire déjouer, mais en permanence. Et par contre, tout ce qu'on faisait, j'ai un enthousiasme exceptionnel, on rigolait, bon, évidemment, on bossait comme des chiens, mais sur le court, c'était très dur. Mais comme elle réussissait, elle se sentait hyper bien sur le court, elle n'avait jamais joué aussi bien de sa vie. C'était que du positif du matin au soir. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de cadres pour arriver à s'épanouir. Mais je dis pas que c'est définitif. Je dis qu'à cette période de sa vie, elle n'était pas encore capable de se prendre en main, et tout ce qui n'était pas parfaitement cadré était dangereux pour elle. Elle ne supportait pas le positif. Le positif la détruisait. C'est-à-dire que si je lui disais qu'elle avait bien joué, il n'y a qu'une chose qui était sûre, c'est que le match d'après, c'était terminé, elle allait perdre. C'était sûr. Donc je ne pouvais pas me permettre d'être positif. C'est quand même étonnant, parce qu'on essaie plutôt, au contraire, de construire la confiance. Mais en fait, je construisais sa confiance en étant négatif. Je te donne un exemple. Elle était 60e mondiale quand je démarre, et puis elle joue vraiment très bien. Donc elle a battu les 5 meilleurs mondiales pendant cette période. Elle bat Justine Henin au premier tour de Madrid. Elle sort du match, elle gagne en 2-7. Bon, elle était hyper contente, évidemment, comme tu peux l'imaginer. Et donc on fait le débrief d'après-match, et je lui dis, je suis pas content. Et je lui dis tout ce qui était mauvais. Et là, comment elle réagit sur le coup ? Elle est hyper contente. Elle a un sourire comme ça. Et là, elle me dit, putain, c'est incroyable, j'ai battu Justine Henin, j'ai même pas bien joué. Je lui dis, ouais. Donc je suis hyper forte. C'est comme ça qu'elle l'a traduit. Et ce qui est important, c'est pas ce que tu dis. Ce qui est important, c'est ce que les gens comprennent. Et c'est comment ils l'interprètent. C'est tellement drôle, le cerveau. Ça me fait penser, tu sais, que dans le bombardement en Angleterre, quand les Allemands ils bombardent l'Angleterre, en fait, ils s'imaginaient que tout le monde qui avait vécu le bombardement le vivrait de la même manière. Et t'as des gens qui se font bombarder, perdent toute leur maison, ils viennent les voir leur demandant comment ça va, et qui sont genre super contents, ils n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible. Et en fait, ils se rendent compte que les gars ou les nanas qui sont contents d'avoir été bombardés, leur vision du monde, c'est si je peux survivre à un bombardement, alors rien m'arrête. Et donc en fait, dans leur monde, c'est la preuve extrême à quel point ils sont puissants. Et alors que d'autres, les voisins, eux, ils sont détruits. Anéantis. C'est fascinant, ils ont vécu le même bombardement, la manière de lire notre vie, comment elle détermine comment on sent. J'ai un autre exemple, si tu veux, qui est fabuleux aussi. C'est un type que je connais très bien. Il est dans un petit bled, il est vétérinaire, et puis ça marche bien. Et donc il s'associe pour monter un gros cabinet vétérinaire. Il est hyper content. Pour fêter ça, il prend sa moto. Et donc, malheureusement pour lui, accident de moto, il perd une jambe. Il se retrouve à l'hôpital, c'est catastrophe, quoi. Il perd une jambe, il me dit toute sa famille en dépression, horrible, etc. Et il me dit, moi c'est dur, mais bon, finalement les gens sont tellement déprimés autour de moi que je me suis même pas très déprimé, tellement tout le monde l'est pour moi. Et il décide de faire du sport. Il décide de se mettre au tennis. Il n'a qu'une jambe, donc il fait du tennis en fauteuil. Et il devient numéro 1 mondial. Et il me dit, quand j'ai perdu ma jambe, ça a été la chance de ma vie. Et pourquoi ? Il me dit, écoute, j'étais au fin fond dans un bled, je te dis ce qu'il me dit, à mettre ma main dans le cul des vaches toute la journée. Et je me suis retrouvé à voyager dans le monde entier, à découvrir des endroits incroyables, à jouer dans les tournois du Grand Chelem, à gagner des tournois de tennis hyper prestigieux. Donc ça m'a complètement changé ma vie. Donc lui, c'est incroyable quand même. Hein. C'est magnifique, l'histoire. Voilà, donc c'est vraiment une question de perception. Et ce qui est dingue, c'est que s'il était resté bloqué sur le fait que ce soit la pire chose de sa vie, et 20 ans plus tard, il y a peu de chances qu'il ait cette vie-là. Je sais que tu as des carnets, c'est un peu symbolique avec tous tes sportifs. Derrière, tu prends des notes de tout ce que tu as absorbé. Tu le structures d'une certaine manière ou pas ? J'adore écrire des plans de ce que je veux faire avec mon joueur. Ça me structure mon esprit et puis au fur et à mesure, je le fais évoluer, etc. J'écris tout et ensuite, en relisant, ça me permet de mettre en place des stratégies que j'écris aussi. J'aimerais que tu me racontes 1 ou 2 cas comme ça du sportif qui arrive dans le vestiaire, ou je crois que c'est 30 minutes avant, tu fais son brief d'avant-match et tu vois que là, il est pas dans le meilleur de sa forme ou elle est pas dans le meilleur de sa forme. Comment tu t'y prends justement pour switcher un petit peu, en tout cas pour maximiser les chances de mettre le sportif dans le bon état d'esprit ? J'écris le brief de match 45 minutes avant le début du match, donc 15 minutes avant de le faire. Pourquoi ? Parce que pendant toute la journée, j'ai pris 1 milliard d'informations sur l'état de mon joueur aujourd'hui. Si je l'écrivais la veille, ça n'aurait aucun sens. Parce que les mots que je vais employer sont complètement en fonction de l'état de mon joueur aujourd'hui. Pourquoi ? Tous les jours, tu te lèves, tu es différent. Tous les jours. Parce qu'il y a eu des événements qui se sont produits le jour d'avant, qui t'ont impacté d'une manière ou d'une autre, qui va faire que ne serait-ce que ton niveau de confiance, il n'est pas le même tous les jours. Souvent, c'est assez subtil, mais si tu prêtes attention, c'est pas le même. Au tennis, c'est le sport le plus déstabilisant au monde, parce qu'en fait, tout change tous les jours. Pourquoi ? C'est-à-dire, toutes les semaines, tu es dans un endroit différent de la planète, avec des conditions de jeu différentes, des balles qui volent plus ou qui volent moins, des températures qui changent, un taux d'humidité qui change, un arbitre qui change, un adversaire qui change tous les jours. Tout change. Même la date du match. L'heure du match, tu la connais la veille au soir. Et elle peut changer s'il pleut ou... Exact.
Donc, en fait, le joueur de tennis, sa qualité numéro 1, c'est l'adaptation, parce que c'est ce qu'on lui demande tout le temps. En fonction du joueur qui va jouer, son niveau de confiance, il va être ici, là, il va avoir de la crainte, pas de la crainte. Il y a 1 million de choses qui rentrent en compte et qui vont impacter son état mental du jour. Et donc, j'attends d'avoir toutes ces informations pour écrire mon brief de match avant de le donner. Alors, l'anecdote, je te la raconte. En l'occurrence, c'était pas un brief de match, c'était un coaching en match, puisque la WTA, ça a changé là, mais permettait au coach de rentrer sur le court une fois par set, à la demande de la joueuse, en l'occurrence, que c'est la WTA, pour le coacher, ou la coacher, pardon, au changement de côté. Une fois par set. Et j'étais avec une jeune joueuse russe qui s'appelait Anastasia Pavlyuchenkova, avec qui je travaillais depuis 1 an et demi et qui avait fait une ascension fulgurante. À ce moment-là, elle est, je pense, 30e mondiale. On a commencé 1 an et demi avant, elle est 350e. Donc elle a fait une énorme ascension. Elle est en quart de finale d'Indian Wells, qui est un tournoi majeur, et elle joue Agnieszka Radwanska, qui est 2e ou 3e mondiale. Et elle gagne le premier set, et au second set, elle n'arrive pas à la breaker, elle n'arrive pas à prendre son service. Or, Radwanska joue extrêmement bien, mais pour le coup, son service, c'est vraiment son point faible. Et ma joueuse, au lieu de rentrer dans le court et de frapper et de gagner le point, parce qu'elle peut gagner beaucoup de points et mettre la pression, elle attend derrière la ligne, loin, et puis elle met la balle en jeu, et il se passe pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à la breaker. Et donc, lorsqu'elle m'appelle, j'ai cette intention de la convaincre de rentrer dans le court sur les secondes et d'y aller. Et de lui dire, bon, si tu rates, tu vois, c'est pas très grave, mais il faut y aller. Et lorsque je la regarde dans les yeux, je vois une panique d'un niveau, mais terrible. Et là, je me dis en un centième de seconde, si je lui dis ce que je m'apprête à lui dire, donc je lui dis de prendre plus de risques, alors la panique va encore dégénérer, et là, c'est la catastrophe. Et donc, je décide de lui dire le contraire de ce que j'allais lui dire, pour l'apaiser. Je lui dis en gros que le service de Radwanska est vraiment très très lent, donc je lui dis aucun risque, donc reste tranquille, mets juste la balle en jeu, puis après tu verras bien ce qui se passe, mais tranquille, pas de stress, elle te fait rien. Je lui dis ça. Ce qui est l'inverse de ce que je voudrais qu'elle fasse. T'étais un peu en mode soit agressif, quoi. Ah je voulais qu'elle rentre dans la... Oui, bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire. Je sors du cours, et à ma surprise générale, elle fait le contraire de ce que je lui ai dit, et donc elle fait ce que je voulais qu'elle fasse. Elle rentre dans le cours, elle fait que des retours gagnants, elle break, elle gagne. Et je me souviens toute ma vie. Je sors du box de coach et je monte et tout le public m'applaudit en disant incroyable le coaching, etc. Et au fond de moi, je me dis mais elle a fait le contraire de ce que je lui ai dit. C'est quand même exceptionnel. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En lui disant ce que je lui ai dit, je l'ai apaisé, je lui ai enlevé son anxiété, ce qui lui a permis d'être beaucoup plus agressive et donc de faire ce qu'il fallait. Voilà, donc c'est pour te dire à quel point le coaching est complexe. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, aucune chance que ça marche. Super intéressant. Et donc, c'est assez fascinant. Je vois des personnes qui se révèlent quand c'est la merde et d'autres qui, justement, peut-être vont avoir besoin d'être dans un mode plus de « j'ai confiance, ça va aller, ça va bien se passer ». Est-ce que c'est quelque chose que tu observes ? Est-ce que tu prends ce pattern de ton joueur pour adapter comment tu vas lui parler ? Ça m'intéresse d'arriver à mettre dans tes yeux au moment où tu vas faire ton brief d'avant-match. Tu le sais parce que tu fais du coaching et tu coaches des gens. Tu sais à quel point l'obstacle principal qui empêche les gens de réaliser leurs rêves, et en tout cas d'essayer, c'est la peur. C'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est extrêmement tétanisant. Et je pense que l'immense majorité des gens qui n'essayent pas, c'est parce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent réussir. Et se mettre dans une configuration qui les conduirait à un échec sur un sujet qui est très important pour eux est trop traumatisant pour qu'ils essayent. En fait, c'est comme ça que je décris dans le tennis, mais c'est vrai dans la vie. Il y a 2 éléments très importants. Il y a la confiance et il y a le stress. Quand tu vas jouer un match, tu as un niveau de confiance qui est ce qu'il est, et puis tu as un niveau de stress qui est ce qu'il est aussi. Je vais donner un exemple très simple, tu vas comprendre. Si tu vas passer ton bac, si tu te sens très très bien préparé, ton niveau de confiance va être élevé, et naturellement ton niveau de stress va être moindre. Pourquoi ? Parce que tu peux penser que tes risques d'échec sont moins importants. Si tu n'es pas très bien préparé, ta confiance va être basse, ton niveau de stress va être très haut. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver qui est essentiel. Quand il s'agit de la vie, tu rêves de faire quelque chose, tu as un niveau de confiance dans tes capacités à le faire, et puis c'est accompagné d'un stress très important ou moins important en fonction de la confiance que tu as. Si le stress est trop important et la confiance est trop basse, tu vas pas essayer. Match de tennis,
Si tu pars avec une confiance trop basse et un stress trop haut, ça va pas bien se passer. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Si tu as trop de confiance et pas assez de stress, ça va pas bien se passer non plus. Tu vas faire de l'excès de confiance et ça, c'est pas bon non plus. Et tu le gères comment d'ailleurs, rapidement, ce truc-là, quand tu vois De la même manière, en fait, tu lui amplifies son stress? soit l'un, soit l'autre. Je lui enlève de la confiance. Je lui ai fait gaffe parce que le mec, il joue quand même pas mal. Hein. En tout cas, je lui mets du doute. Et il en faut. Pour que la performance puisse se produire. Et d'ailleurs, je vois des gens qui se mettent d'un coup à performer beaucoup plus au moment où ils vont avoir peur de rater un truc. Une présentation, un TED, une performance. Et en leur demandant les avantages de rater, d'un coup, ça va. Ils vont se détendre, ils vont viser plus long terme. Ils vont se rendre compte qu'au pire, rater là, ça permet de réussir demain. Et ils vont se mettre à performer. Et je vois d'autres personnes pour qui c'est limite, non, mais en fait, c'est impossible, je ne raterai pas. L'idée de rater, je le sors de ma tête. Et j'ai encore du mal, tu vois, à me construire une carte mentale claire dans ma tête de, tiens, quand est-ce que la personne a plus besoin de, finalement, l'aider à voir long terme, c'est pas grave de rater, on va apprendre et on rentre dans une dynamique. Et de quand est-ce qu'en fait, juste, c'est pas possible qu'on rate. Tu viens de me décrire les 2 dernières joueuses avec lesquelles j'ai travaillé. Donc Serena, n'envisage pas l'échec, insoutenable, pas possible. Et Simona, l'autre chose que tu as décrite. Simona a besoin d'envisager l'échec. Si elle l'envisage, elle est capable de performer extraordinairement bien. Simona Halep, qui a été numéro 1 mondial aussi, avec qui je travaille aujourd'hui, qui a gagné 2 tournois du Grand Chelem. Donc c'est une joueuse exceptionnelle aussi. Hein. Mais des profils complètement différents. Donc il n'y a pas, encore une fois, il y a pas, c'est du sur-mesure. D'ailleurs, j'ai un travail que j'ai fait avec Simona, c'est de lui expliquer qu'elle a le droit de perdre et qu'il faut l'accepter. Pour pouvoir vivre, il faut accepter de mourir. Si tu n'acceptes pas de mourir, tu ne peux pas vivre. C'est impossible. Et il faut accepter qu'il y a des choses qui échappent à ton contrôle et que ces choses-là, il ne faut pas y prêter de l'attention. Si tu prêtes trop d'attention à des choses que tu ne contrôles pas, c'est extrêmement stressant. Gagner ou perdre, ça ne dépend pas que de toi. Donc si ça devient la chose la plus importante au monde, bah, ça génère un stress délirant qui va être très dur à contrôler. Je lui ai dit, est-ce que tu as peur en avion? Oui, j'ai peur en avion. C'est pourquoi? Très simple. Pas toi qui as les commandes. Tu contrôles pas. Donc ça veut dire qu'en fait, ta vie est entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est super stressant. T'as la même chose en voiture. Tu roules à 200, t'as pas peur. Si c'est quelqu'un d'autre qui roule à 200 et que t'es dans le siège passager, là t'as peur. Ça se trouve, le mec conduit 2 fois mieux que toi. Mais c'est pas toi qui as le volant. Donc c'est bien cette perception d'avoir le contrôle ou pas qui est clé. On est passé par là. Je lui ai dit, et on va se concentrer. Donc c'est pour en revenir à ton exemple. On va se concentrer sur des choses dont tu as le contrôle total. Et finalement, on va ne juger le résultat que des choses qui ont le contrôle total après chaque match. Et si on a réussi ça, eh ben on est content, même si tu as perdu. Si on n'a pas réussi ça, même si tu as gagné, on n'est pas content. Et ça, c'est une très bonne dynamique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se concentre que sur, non pas le résultat, j'ai réussi le talk ou je ne l'ai pas raté, mais sur les moyens à mettre en œuvre pour le réussir qui ne dépendent que de toi. Et en général, quand tu réussis ça, bah, tu as le résultat. Mais tu n'es pas centré sur le résultat. C'est pour les joueurs ou les gens qui ont un profil comme celui que tu as décrit en second. Et en revanche, il y en a d'autres qui n'envisagent pas la défaite. Ils n'envisagent pas. C'est pas une option possible. Et tu les aides comment, eux, quand ils sont stressés, du coup? D'abord, ils sont moins stressés, en général. Parce que s'ils ne l'acceptent pas, c'est qu'ils ont une beaucoup plus grosse confiance en eux, intrinsèque. Donc, j'envisage pas l'échec. Pour moi, c'est pas une option. Ça, c'est bien. Je trouve ça très, très bien. Ça, c'est rare. C'est très rare. Hein. Très rare. Ce que tu fais avec eux qui est très bien, je trouve, c'est de relativiser l'échec. Parce qu'en fait, la question de fond, c'est quoi? Est-ce qu'ils vivent mal l'échec et est-ce que ça les pénalise pour leur performance ou pas? Si ça les pénalise pas, c'est pas un problème. Si ça les pénalise, ça en devient. Qu'est-ce que tu fais quand tu les mets dans une logique de long terme? Bah, tu relativises l'échec. Tu fais comprendre aux gens quoi? C'est que l'échec, c'est une création de l'esprit, en fait. Parce qu'en fait, c'est juste un moment donné. Si à la fin, tu réussis d'avoir foiré 10 fois, tu t'en fous. T'as oublié. Si tu mets trop d'importance sur un résultat à un moment précis, tu risques de ne pas avoir le résultat final qui est celui que tu veux vraiment. Parce que réussir ton talk demain, aujourd'hui, tu le vois peut-être comme une finalité, mais c'est très bien que la finalité, elle n'est pas là. Si tu accordes trop d'importance à ça, tu n'auras pas ton résultat final. Donc, tu les fais relativiser, ce qui te permet, toi, de diminuer leur stress et de leur permettre de performer. Donc en fait, tu fais la même chose. Tu diminues leur stress. Et donc du coup, pour des profils comme Serena, qui, de ce que j'ai l'impression que tu dis,
sont plus rares, c'est plus rare les personnes qui sont en mode en fait juste je vais gagner, c'est même pas envisageable autrement. Oui. Comment t'as aidé typiquement Serena dans des phases où elle se met à douter? Alors d'abord les gens qui n'envisagent pas trop l'échec, quand ça arrive, c'est d'une extrême violence pour eux. Et donc ça les heurte de façon terrible. Et il y a eu une défaite de Serena, je suis obligé de raconter l'anecdote parce qu'elle est exceptionnelle cette anecdote, qui l'a traumatisée pendant 9 mois. Pendant 9 mois, elle a plus rien gagné d'important à cause de cette défaite-là. Une défaite. Alors qu'elle venait de gagner 4 tournois du Grand Chelem consécutifs. Hein. Et elle jouait pour le 5e consécutif, c'est irréel. La demi-finale de l'US Open contre Vinci, qu'elle perd. Et 1 mois après, elle m'appelle et elle me dit « J'ai l'impression que j'ai travaillé toute ma vie pour ce moment et j'ai tout foiré. » Et on parle de quelqu'un qui vient de gagner 4 Grands Chelems consécutifs et de perdre en demi-finale du 5e. Et elle a le sentiment d'avoir tout foiré. De dire à quel point ça la heurte. C'est d'une violence absolue. Comment j'ai fait avec Serena? Écoute, d'abord, je pense que j'ai cette qualité d'avoir un enthousiasme énorme. Je vis les choses avec un enthousiasme phénoménal. Donc quand je démarre avec un joueur, il a l'impression d'être le plus fort, le plus beau, le plus exceptionnel au monde, parce que je le pense toujours. C'est sincère quoi. Complètement. Tu y crois. J'y crois à 1000%. Et j'ai cette faculté. Quand je commence quelque chose, je suis à 1000%. Et donc quand il me voit le regarder, il voit le mec le plus fort au monde ou la fille la plus forte au monde. Tout à chaque seconde. Trop bien. Mais ça, c'est une qualité naturelle que j'ai. Et c'est pour ça que je dis toujours, si je suis pas enthousiasmé par mon joueur, il faut surtout pas que j'y aille. Je vais être nul. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, très important, je remets la barre très haut. Parce que souvent, même les gens qui ont le plus de confiance en eux et qui sont les plus exigeants, ils revoient leurs objectifs un peu à la baisse. Ils sont moins exigeants avec eux. Je leur réapprends à réfléchir comme eux. Petite anecdote, on est à Wimbledon. Premier tournoi qu'on fait ensemble. Elle arrive en demi-finale et elle est hyper contente parce qu'elle est en demi-finale et elle court vers moi, je m'en souviens toute ma vie, dans le restaurant à Wimbledon en me disant « Patrick, quoi qu'il arrive lundi, je suis top 3 mondial. » Et je ne réagis pas du tout. Donc elle me dit « Mais tu t'en fous ? 3e mondial, qu'est-ce que tu veux ? On s'en fout. T'es Serena quand même. » Et j'ai vu à quel point ça l'avait frappé quand je lui ai dit ça. D'ailleurs, elle m'a écrit un mot le soir en s'excusant et en me disant « Je suis désolé pour ce que je t'ai dit à midi, c'était complètement ridicule. Numéro 3, c'est nul. Numéro 2 aussi d'ailleurs. » Et 100% des tournois, il n'y en a pas eu beaucoup où elle a perdu en finale, parce qu'elle a gagné 34 tournois en 4 ans ensemble, dont 10 grands chelems. Elle est restée 3 ans et demi numéro 1 mondial. Tous les trophées de finalistes, elle les achetait à la poubelle dans la seconde. Avant même de quitter le stade, c'était déjà dans la poubelle. Poubelle. Ouais. Et je me souviens d'une scène fabuleuse aux Jeux Olympiques. Donc elle gagne Wimbledon en simple en double cette année-là. Le tournoi d'après, c'est les Jeux Olympiques. Elle joue en simple en double. Elle gagne médaille d'or aux Jeux Olympiques en simple et médaille d'or en double aussi, les deux. Et je me souviens qu'on est en train de marcher dans le stade, c'était d'ailleurs à Wimbledon, et elle voit un match de tennis. Elle me dit, mais c'est fini. Et je dis, non, c'est le match pour la médaille de bronze. Elle me dit, médaille de bronze, ça sert à rien. Mais elle comprend pas. C'est-à-dire qu'elle ne comprend même pas quoi ça peut servir d'être numéro 3. Elle me fait penser à Jordan un peu dans... D'ailleurs, je sais pas si elle pourrait être une bonne coach du coup, ça serait difficile pour elle. Je sais pas si elle est capable de se mettre à la place de gens qui pensent de façon complètement décalée par rapport à elle. Mais Jordan, c'est ce qu'il dit. Il dit, je peux pas être coach parce qu'il n'arrive pas du tout à s'adapter à qui. Je pense que c'est pas une bonne idée pour lui. Il dit, je les détruirais en fait, les gens. Ah, c'est ça. Voilà, donc je l'ai aidé à repenser comme elle sait penser, comme elle savait penser, qui a fait d'elle ce qu'elle était. Et très rapidement, elle a gagné tout de suite. Hein. Ça a été incroyable. Et puis ensuite, ça a fait boule de neige. Et j'ai une deuxième anecdote qui est vraiment sympa. Donc, elle perd donc cette demi-finale de l'US Open contre Vinci. Elle est extrêmement atteinte par cette défaite. Elle est comment? Plutôt en colère quand elle est atteinte? Elle est détruite. Elle est déprimée. Okay. Déprimée, elle a tout foiré, quoi. Pour elle, elle a tout raté. Alors que c'est une défaite après 4 tournois du Grand Chelem consécutifs gagnés et elle était en demi du 5e. Elle perd sa finale de l'Open d'Australie. Elle est en finale de nouveau en Australie, donc tournoi d'après, parce qu'elle est encore atteinte. Et elle est en finale de Roland Garros en jouant très très mal et je vois qu'elle est toujours atteinte. Et donc avant cette finale, mon brief d'avant-match, je me dis, si je la reconnecte pas avec elle-même, si elle n'est pas la vraie Serena, elle ne gagnera jamais cette finale. Elle peut arriver jusqu'en finale parce qu'elle a des qualités tennistiques physiques, mais une finale, ça se gagne avec la tête. Et la tête, c'est plus Serena. Là. Donc il faut que je la reconnecte avec elle-même. Et donc au lieu de faire mon brief habituel où je lui explique comment jouer l'adversaire, je lui donne une tactique pour la battre, je lui dis, aujourd'hui on va faire un truc différent. C'est 30 minutes avant la finale de Roland Garros. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je lui dis, t'as oublié qui t'es, donc il faut que je te rappelle qui t'es. Donc assieds-toi, je vais te raconter ta vie. Et je lui raconte sa vie.
Toi, tu ressens quoi quand tu fais ça? Ah, c'est monstrueux. Et puis elle pleure pendant 30 minutes. Et toi, tu pleures avec elle ça Non. Moi, je pleure pas parce que je suis concentré pour lui raconter l'histoire, pour lui faire ressentir à quel point elle est forte. À quel point tout dépend d'elle tout le temps. Alors, je lui dis pas ça mot pour mot, mais je lui raconte de manière à ce qu'elle le ressente. Je lui ai dit, dès ton enfance, t'étais dans l'ombre de Vénus. C'était tout pour Vénus. T'existais pas. Et tu t'es construite dans l'ombre de Vénus pour un jour devenir plus forte qu'elle. Je lui raconte son histoire, mais c'est hyper fort, elle est en larmes. Et je me dis, putain, ça y est, j'ai gagné. Elle va rentrer, elle va la défoncer. Et elle perd. Et je suis vraiment surpris, honnêtement. Et je suis très déçu de moi, parce que je m'attribue toujours les victoires et les défaites. Parce que j'ai pas été bon, j'ai pas réussi. Par contre, le lendemain, elle m'appelle et elle me parle au téléphone. Je raccroche et j'étais avec le directeur de l'académie, un gars dont je suis très proche depuis 20 ans. Je raccroche et je lui ai dit, Serena est de retour. Ça y est, elle va gagner Wimbledon. C'est sûr, elle a gagné Wimbledon. Aucune surprise, elle s'était reconnectée. Malheureusement, je pense que ça a aidé mon discours, mais ça a pris... ça n'a pas été immédiat les effets. Il a fallu le temps qu'elle digère et qu'elle se réapproprie son histoire. Mais elle était reconnectée. C'est hyper inspirant. Toi, à titre perso, là on a parlé beaucoup de toi en tant que coach. Ouais. Toi, t'es comment vis-à-vis de ta propre gestion de l'échec, la peur de rater, quand t'arrives vers une finale? Toi, tu serais la personne qui envisage pas du tout l'échec de base. Tu serais plus celle qui a besoin de se détendre sur l'échec, ou comment ça a évolué aussi dans le temps? Alors déjà, je n'envisage pas l'échec, ça c'est sûr. Je sais que ça peut arriver. Si ça arrive, mais je l'envisage pas. Pas du tout. Et quand ça arrive, c'est très très douloureux pour moi. C'est très violent. Très très violent. Alors c'est une difficulté de coach, parce qu'en fait, comme c'est très violent pour moi, il faut pas que ça m'affecte dans la manière dont je vais communiquer avec le joueur. Parce que je dois être le bon coach. Donc c'est-à-dire que je dois faire le débrief qu'il faut. Je peux pas... Ma propre déception, je dois l'oublier. Ça, c'est très dur pour moi. D'oublier ma propre déception pour jouer mon rôle de coach, mais je le fais. Et je pense que je le fais bien. En revanche, ce que je fais très souvent, et je le fais volontairement, c'est d'assumer moi la défaite du joueur. C'est-à-dire que je prends tout sur moi, toujours. Je dis tout est de ma faute. J'ai été mauvais là. Simona a fait une crise de panique au deuxième tour de Roland-Garros cette année. Crise de panique totale sur le court. Et elle a fini 30 minutes par terre, à plus pouvoir respirer, etc. Donc, dans un état terrible. J'ai fait un post sur les réseaux le lendemain, le jour même d'ailleurs, en disant 100% de ma faute. J'ai pas vu le truc venir, j'aurais dû le voir venir. Elle m'a donné des signes que j'ai pas perçus, que j'aurais dû percevoir, donc j'ai pas été bon. Comme quoi, par exemple? Elle m'a fait comprendre plusieurs fois que c'était dur de m'avoir comme coach parce qu'il y avait beaucoup de pression. Elle ressentait beaucoup de pression, elle se sentait obligée de bien faire. Elle m'a envoyé plein de signaux comme ça. J'ai pas su contrebalancer ça. Et j'ai pas su interpréter ça comme ça va mal finir pour moi. C'est-à-dire que je ne gère pas ce stress. Et comme je ne le gère pas bien, il va jouer contre moi. Même s'il n'y avait pas eu de crise de panique, elle aurait peut-être perdu un match qu'elle aurait pas dû perdre. Ouais. Donc j'ai pas été bon dans l'interprétation, et donc j'ai pas été bon du tout dans la réaction non plus. Et donc j'ai pas su prévenir un événement qui a été hyper négatif. D'abord la défaite, c'est un grand chelem, ce qui est catastrophe pour moi. Tu le vis comment, toi? Très mal. J'ai dit toujours, et je dis pas ça parce que j'ai entraîné Serena, je le disais bien avant Serena, il y a 0 raison de perdre un match. 0. Aucune. Pourquoi? Il y a aucun joueur qui est meilleur que toi. Ils sont pas moins bons, mais ils sont pas meilleurs non plus. Tu peux battre tout le monde. Je parle à n'importe quel joueur comme ça. Tu peux battre tout le monde, oui ou non? Oui, oui. Ça t'arrive jamais de prendre 6-0, 6-0. Le mec est 100 fois meilleur que toi. Non. Bon, voilà. Donc il y a toujours des moyens de gagner. Quelles sont les raisons qui vont te faire gagner? D'être bien préparé. Donc toute la préparation qu'il y a avant, des semaines d'avant, d'arriver au top. 2, d'avoir la bonne tactique pour battre le joueur. 3, d'être concentré sur les bonnes choses pendant le match, des choses qui dépendent de toi uniquement, et de les tenir du début à la fin, mais ça c'est mon rôle. Et 4, d'être dans de bon état émotionnel, un état émotionnel qui va permettre la performance. Bon, tout ça, ça dépend de moi. Donc si on perd, c'est de ma faute. Point. C'est qu'il y a un endroit où j'ai pas été bon. Et ça me fait chier, je peux dire, parce que je suis très dur avec moi. Ouais, ça me parle fort. Moi aussi, je suis très dur avec moi. Comment tu processes justement un moment comme ça? C'est quoi ta manière, toi, de justement transformer la situation, en faire quelque chose de vertueux? Dans toutes les défaites, il y a des choses extrêmement intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre. Je suis le dernier à dire qu'il faut perdre. Il faut perdre le moins possible. Il faut gagner le plus possible. Les gens qui disent c'est pas grave de perdre, on apprend des trucs, ça c'est nul ça. Il y a beaucoup de coachs qui disent ça, mais c'est pour s'enlever eux-mêmes la pression. C'est pour ça qu'ils le disent. C'est faux. Il faut gagner. Par contre, quand on perd,
il faut en tirer les enseignements parce qu'il faut pas que ça recommence. Donc il faut comprendre pourquoi j'ai perdu. La première question que je pose aux joueurs quand ils perdent un match, c'est tu rejoues le même joueur demain, qu'est-ce que tu changes? Parce que je vais pas perdre 2 fois. Donc c'est une question essentielle. Comment faire pour en tirer les enseignements? Déjà, il faut accepter de se regarder en face. Et c'est pour ça que la majorité des gens ne tirent jamais les enseignements de leurs échecs. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent des excuses. Si tu trouves des excuses, tu ne peux pas comprendre les raisons de ta défaite, tu ne peux pas donc comprendre là où tu dois t'améliorer. C'est impossible, parce que c'est pas de ta faute. Bon, pas de ta faute, pas de chance, on passe au suivant. Non, surtout pas. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Moi, en tant que coach, c'est peut-être le moyen de marquer des points. Quand j'assume totalement la défaite de mon joueur, peut-être que je marque des points, peut-être que ce mec, le joueur se dit, putain, il a un courage, le mec, putain, il me protège. Je vais prendre des pains, mais c'est lui qui se met devant pour prendre des pains à ma place. Tu vis comment, par exemple, le fait que les médias, du coup, j'imagine enfin, on le voit dans plein de sports, ils vont s'amuser dans les deux sens. Ça me touche pas, ça. Je vais te raconter une petite anecdote. Quand Aravan est à Roland-Garros, donc Aravan gagne Madrid. Madrid, c'est un Masters 1000. Elle bat Venus Williams en finale, elle bat Justine Henin. Elle a battu, dans ces 2 derniers mois, toutes les meilleures du monde. 6 mois avant, elle était 60e mondiale, elle n'avait jamais été mieux, elle avait 24 ans. Donc d'un coup, ça devient un phénomène. Donc tous les médias sont autour d'elle, et autour de moi évidemment, puisqu'ils ont vu la transformation. Bon, il y a plein d'événements qui font qu'elle, finalement, elle ne gagnera pas Roland. Et elle fait un match incroyable où elle est à 7-7 au 3e set. Et la nuit tombe, et donc le match reprend le lendemain. Ça, c'est horrible. Ça. Horrible. Et en l'occurrence, elle perd 9-7, donc elle perd les 2 derniers jeux. Et je m'en souviens toute ma vie. Donc j'ai, 50 journalistes qui me tendent le micro à la sortie du cours et qui me disent, première question, comment on fait pour préparer un match pour démarrer à 7-7 au 3e? Comment on fait? Et je réponds, je suis pas la meilleure personne à demander comment on fait, mais si vous voulez savoir ce qu'il faut pas faire, vous pouvez me demander. Qu'est-ce que je fais quand je dis ça? J'assume 100% la défaite. Bon, et puis si on me tape dessus, je m'en fous, c'est facile de taper sur les gens. J'ai jamais donné trop d'importance à ces trucs-là, et bien m'en a appris, parce que je suis tellement concentré sur ce que j'ai à faire et sur mes objectifs. Et puis, c'est vraiment lié au tennis français. Au niveau du tennis mondial, c'est rien à voir, quoi. D'ailleurs, ça se sent, c'est aussi un des trucs que j'ai apprécié vraiment chez toi. C'est comme si tu étais un peu hybride français-américain dans ta manière d'être et de penser, de réfléchir. J'essaie d'avoir la profondeur des Français, parce que je trouve qu'on a un pays qui a une culture avec beaucoup de profondeur, une littérature extrêmement riche, etc. Et d'aller à la rencontre de l'autre, d'essayer de comprendre l'autre, ça nécessite quand même une vraie gymnastique intellectuelle. Comprendre l'autre, c'est très difficile. Et ça nécessite, encore une fois, un vrai savoir-faire. Et j'aime beaucoup le côté américain dans leur faculté à croire, et leur faculté aussi à admirer les gens qui réussissent plutôt que de les critiquer et d'être envieux, ce qui est une grande spécialité française. On est, je pense, numéro 1 mondiaux en la matière. C'est aussi pour ça que j'ai été beaucoup critiqué au sein du tennis français, parce que ça les dérange beaucoup, alors que les autres, ça les dérange pas du tout. Une chose importante, c'est qu'en fait, dans toute mon enfance, le fait que j'ai été incapable de me connecter avec les gens, et donc j'ai vécu beaucoup seul, et j'ai beaucoup observé et écouté les autres, et j'ai fait cette gymnastique que de me mettre à la place des autres. Je voyais des interactions entre les gens, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il ressent lui? Tiens, qu'est-ce qu'il ressent lui à ce moment-là? J'ai fait ça toute ma jeunesse parce que moi-même, j'étais pas capable d'avoir des interactions sociales. Or, les êtres humains sont des êtres sociaux, on en a besoin pour vivre. Donc, c'était vital pour moi de faire ça. En faisant ça, j'ai développé cette aptitude, et je l'ai pas fait volontairement, évidemment, cette aptitude à comprendre les gens, puisqu'en fait, j'ai travaillé ça tous les jours de ma vie pendant des années, par nécessité. Et c'est pour ça que je dis, il y a toujours du positif dans tout, même dans les choses les plus négatives. C'était une chose, je vivais un calvaire. Mais ce calvaire m'a permis de développer une aptitude qui m'a servi toute ma vie et qui m'a permis de faire des choses extraordinaires dans ma vie. Donc, même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours des trucs positifs. Trop bien. Et donc, pour conclure, est-ce que tu as un livre préféré qui t'a beaucoup marqué? Ouais, j'ai un livre qui m'a marqué, qui a dû te marquer aussi d'ailleurs, parce que j'ai un peu écouté ce que tu as fait. Alors, le premier, c'était Pouvoir illimité de Anthony Robbins, qui est un livre qui est très fort. Et je préfère un autre qu'il a fait après, qui est beaucoup plus abouti, je trouve, que Pouvoir illimité, mais qui reprend Pouvoir illimité en mieux, qui s'appelle Awaken the Giant Within. Et ce livre est canon. Il est vraiment canon parce que je trouve que tu lis le livre, tu as l'impression que tu vas conquérir le monde. Et je trouve que c'est sympa, ça fait du bien à beaucoup de gens, je pense, un livre comme ça. C'est clair. C'est sûr que les stratégies et le comment, elles servent à rien tant que déjà tu n'arrives même pas à croire que tu peux faire un truc de dingue.
Et c'est le premier truc, quoi. Ouvrir dans ta tête, c'est possible. Moi, je sais que je le remercierai toute ma vie pour ça. Anthony Robbins, j'ai eu la chance de pouvoir lui dire. Parce qu'il a débloqué, entre autres, ce truc-là dans ma tête en fait, je peux me créer une vie de ouf et c'est sans limite. Donc, ça me va. Donc, c'est ton livre de chevet, alors. Ça l'est plus. Il y en a plein d'autres depuis, mais ça a été un des premiers. Je me souviens être dans le bus, lire ça me faisait même mal au ventre tellement ça me prenait au bide de me dire, en fait, je vais vraiment me créer une vie de ouf. Et ça m'a marqué. Donc, ça me parle. Est-ce que tu as un film, un documentaire, quelque chose de plus visuel qui t'a marqué, qui t'a inspiré? Le film que moi j'ai vraiment adoré, qui parle de coaching, c'est Million Dollar Baby, qui est un film sur la boxe et qui raconte en fait l'histoire d'un duo entre un entraîneur de boxe et sa boxeuse en l'occurrence. Bon, le film est d'une tristesse incroyable et même violent, mais je trouve le film, c'est un des plus beaux films qui a été fait sur le coaching et la relation qui peut exister entre un coach et un athlète. Donc, je le trouve extraordinaire. Après, il y a beaucoup d'autres films que j'ai beaucoup aimés. Dallas Buyers Club. Ok. Le film est absolument génial pour deux raisons. D'abord, il raconte incroyablement bien à quel point toute l'industrie médicamenteuse est un pur business qui n'en a absolument rien à foutre des gens. Et deux, c'est génial parce qu'il y a un aspect évidemment aussi sociétal, puisqu'en fait c'est l'histoire d'un type qui est homophobe, qui a beaucoup de défauts, parce qu'intellectuellement il vit dans un monde clos et qu'il est complètement fermé intellectuellement, et qui a le sida du jour au lendemain. Et il l'ignore complètement, et pour lui c'est un truc d'homosexuel. Tu vois. Donc en fait le jour où il a le sida, casser son schéma à la directe. C'est le pire truc qui pouvait lui arriver au monde. Et le fait que tous ses amis lui tournent le dos et qu'il soit obligé de côtoyer au quotidien que des homosexuels, parce qu'il va développer un business justement de médicamenteux pour les sauver, fait que sa vision du monde, elle change du tout au tout. Mais c'est pas du tout larmoyant comme beaucoup de films américains qui sont un peu simplistes et stupides. Celui-là, il est vraiment exceptionnel. Non, c'est un film franchement assez unique. Tu le vends bien en tout cas. Est-ce que tu as une musique préférée, quelque chose que tu t'écoutes même à la veille d'un match ou le jour d'un match, ou des musiques qui te mettent dans un état particulier? Alors je suis un fou de musique parce que j'ai fait des études de musique, ça fait bizarre, mais j'ai une vie très remplie. En fait, quand j'ai arrêté le tennis, j'ai eu besoin de faire quelque chose avec du public. Parce que le tennis, quand tu fais du sport à un certain niveau, il y a du public. Bon, c'est clair qu'à mon niveau, je remplissais pas les stades, hein, mais n'empêche, il y a quand même des gens qui te regardent. Et quelque part, pour moi, c'est très proche de chanter ou de faire de la musique, parce qu'en fait, tu te produis devant des gens. Ce qui m'avait donné confiance en moi, d'ailleurs, grâce au tennis. C'est pour ça que je dis que le tennis m'a sauvé aussi pour ça. Je faisais déjà de la musique depuis que j'avais 11 ans, et j'ai fait une école de jazz. J'ai fait une très bonne école de jazz. C'est la meilleure école de jazz d'Europe, qui s'appelle le CIM. Et j'aime beaucoup de musiques différentes. Évidemment, toute la culture black américaine. Je suis un grand fan du gospel, au jazz, en passant par même toute la variété américaine, la funk, la soul, etc. J'ai fait beaucoup de concerts en jouant cette musique-là. Mais j'adore la musique classique. Mon père a été pianiste classique aussi. Il a hésité entre Polytechnique et être soliste. J'aime plein de musique. Mais pour moi, il y a vraiment une musique par moment dans la vie, dans tous les moments de la vie. Il y a une musique qui est la plus adaptée. Et en fait, je vis des moments de vie du matin au soir et je mets toujours la musique qui me semble la meilleure par rapport à ce que j'ai envie de ressentir. C'est quoi un mauvais conseil que tu penses qui est trop partagé dans le monde du coaching? Un cliché, c'est il faut dire la vérité aux joueurs. Débile. Complètement débile. Mais débile. C'est pas coacher, ça. C'est juste dire la vérité. Donc non, il faut dire la vérité si la vérité est utile et produit un effet qui est désirable en vue de gagner des matchs. Si là tu pouvais marquer un message sur un gros panneau, ou alors si tu préfères une autre version, le marquer sur un carnet que tu pouvais envoyer à 1 milliard de personnes et que les gens se lèvent le matin et voient ce carnet, t'aimerais marquer quoi sur ce carnet? Une quote en anglais, il y en a plein que j'aime beaucoup. Il y en a une qui me vient à l'esprit tout de suite. Il y en a deux d'ailleurs qui me viennent à l'esprit. Je peux en marquer deux. Allez, la première c'est Be yourself, everyone else is already taken. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Les gens copient beaucoup les autres et il faut accepter d'être soi. On est un modèle unique, il faut être fier de ce modèle-là. Donc j'adore cette phrase. Et l'autre c'est Only the dead fish swim with the stream. Seuls les poissons morts nagent avec le courant. Parce qu'on vit dans un monde qui a été complètement transformé par les outils, notamment par les réseaux sociaux, et on vit dans des fausses démocraties, puisqu'en fait il y a une pensée unique, et lorsqu'on n'adopte pas la pensée unique, on est détruit. D'ailleurs, c'est marrant parce que tous les anciens,
le cinéma des Depardieu, Delon, toutes ces personnalités-là, qui sont encore en vie, hein, mais, et plein d'autres, hein, j'en ai cité 2, mais bon, tous ces espèces de monstres du cinéma, des monstres de la musique aussi, qui sont des gens qui avaient des personnalités extrêmement fortes, et tous, quand tu les écoutes, mais ils se reconnaissent plus dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils peuvent plus parler, on peut plus parler, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire, on est immédiatement jugé et massacré sur l'autel de la pensée unique. Et en gros, si tu penses pas comme ça, t'es un salaud. Pour moi, c'est le sens du courant, ça. Donc, j'essaye de le faire de façon raisonnable parce que je suis conscient du fait que j'ai des responsabilités, j'ai un business, tout ça, donc je peux pas dire tout ce que je pense. Ce que je regrette, hein, parce que c'est vraiment ma nature. Et dans ma vie de tous les jours, je le fais. Sauf dans le coaching, évidemment, parce que là, c'est pas le propos, mais dans la vie de tous les jours, les gens savent ce que je pense et même si ça déplaît, j'en ai strictement rien à foutre parce que c'est ce que je pense et j'ai le droit de le penser. Et les gens, ils ont le droit de penser aussi ce qu'ils ont envie de penser. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve ça très bien. Et j'aime les gens différents. J'adore ça. J'aime les gens qui sont fiers de leurs différences. J'adore ça aussi. Voilà, donc c'est pour ça que ces deux citations, elles me parlent vraiment beaucoup. Non, ça me parle de ouf. J'étais avec Gad Elmaleh là, qui sort un nouveau film. Et il ose, je vais pas spoiler le film, mais il ose parler du fait qu'il s'intéresse à une autre religion. Forcément, c'est des sujets forts, des sujets hyper critiqués. Et moi, il m'a mis les larmes aux yeux. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est pas le sujet de la religion qui m'a touché. C'est en fait que t'oses publiquement assumer la démarche dans laquelle t'es, que t'oses remettre en question des dogmes dans lesquels t'as été éduqué et aller chercher en fait ce qui est important pour toi. Et je trouve qu'effectivement, c'est s'autoriser à penser ce qu'on a envie de penser, s'autoriser à vivre la vie qui nous inspire. Et à le dire aussi. Mais ça m'étonne pas de lui, hein, parce que alors, je connais pas mal, et donc ça m'étonne pas. Et deuxièmement, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce qu'il a fait un truc exceptionnel, ce type. Quand on a le succès qu'il a, et qu'on est capable de se dire, je reprends tout à zéro en anglais, dans une langue que je maîtrise pas, et je redeviens un inconnu, et je redémarre à zéro, juste pour le challenge, je trouve, franchement, c'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. D'ailleurs, il dirait quoi, le petit toi, de l'âge que tu veux, hein, ça soit 12, 15 ans, peu importe. Si là, on prenait un iPad, on allait dans le passé, on lui montrait ton parcours, il dirait quoi ? Le jeune moi, qu'est-ce qu'il dirait ? Ouais, de voir tout ça. Il dirait impossible. Quand il était jeune, impossible, inimaginnable. J'ai eu des rêves, mais qui étaient vraiment des rêves, et j'ai fait 1000 fois plus que j'aurais jamais pu imaginer, 1000 fois plus. Et un truc qui est important aussi, c'est que j'en ai conscience tous les jours. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me retourne et je me dis, putain, c'est génial ce que je fais, ce que j'ai fait. Je le fais pas du tout pour me faire du bien. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut surtout pas le faire, parce que je pense que quand on se retourne et qu'on regarde derrière, on ne regarde plus devant. C'est une des grandes qualités des champions, d'ailleurs, que j'ai observé. Leur faculté à chaque fois qu'ils réalisent quelque chose de grand, à l'oublier dans la seconde pour se concentrer sur le prochain objectif. En revanche, je suis conscient de la chance que j'ai. Et je pense que c'est extrêmement important dans la vie de toujours se rappeler d'où on vient et de se rappeler que ce qu'on fait, même si on a fait des choses fantastiques, certes, oui, c'est le fruit de ton travail, c'est le fruit de tout ça, évidemment. Mais il n'empêche que j'ai quand même une chance exceptionnelle de vivre ça. Donc, il faut surtout pas être blasé. Quand on commence à être blasé, c'est la fin. Je pense que la vie est une négociation. Tu as envie d'obtenir quelque chose qui dépend de l'autre. Et donc tu essayes d'avoir l'accord de l'autre. Ma vie, c'était le tennis, et j'ai perdu le tennis parce que j'ai pas convaincu quelqu'un. Je me suis fait la promesse à 26 ans, quand j'ai compris que c'était de ma faute, et que c'est moi qui n'avais pas réussi à convaincre mes parents, je me suis dit... Si tu souhaites apprendre à négocier, à formuler ton message de manière captivante, à devenir charismatique mais en restant toi-même, tu peux avoir accès en cliquant juste ici à un extrait de l'interview avec Patrick Mouratoglou et à des clés partagées par des entrepreneurs, des artistes et des sportifs sur comment devenir captivant dans ton quotidien et faire cartonner ta boîte grâce à une meilleure communication.